Donc, normalement, on a une marge bénéficiaire brute qui est de 400 $, comme dans l'exemple précédent que je vous avais monté, c'est les mêmes chiffres. Au niveau des conditions de paiement, maintenant, si on dit qu'il y a 10 % de nos clients qui nous paient sur livraison versus 70 qui vont nous payer dans un mois et 20 % qui nous donnent notre paiement dans 60 jours, on a donc un étalement des revenus. Et c'est la même chose pour ce qui est des coûts de production. Notez toutefois que la partie de main-d'œuvre, on n'a pas le choix de la payer dans le courant. Ça, c'est plus au niveau de la matière première qu'il peut y avoir des fluctuations. Donc, je vous ai fait un tableau juste pour vous illustrer que si une entreprise réalise un 400 $ de marge bénéficiaire brute sur un produit, dans la réalité, ça se peut que le premier mois, la différence entre ses entrées de fonds et ses sorties de fonds implique qu'elle doit financer une partie de cette production-là. Ça, c'est pour la partie manufacturière. Elle va se récupérer plus tard, mais si vous calculez le mois 1, le mois 2, le mois 3, ça nous donne un 400 $, mais avec une fluctuation. Pour ce qui est des équipementiers, on parlait de la complexité tantôt qui était développée, que ça prend beaucoup plus de temps à faire. Si déjà là, on prend un 2 mois, 3 mois pour sortir un produit, puis qu'après ça, on a des conditions de paiement de 30 jours, 60 jours, ben là, c'est qu'on peut se retrouver pratiquement avec un 5 mois à supporter les salaires de la première semaine, 4 mois pour supporter les salaires de la 4e semaine, et ainsi de suite. Donc, ça a un impact considérable, selon les produits. Donc, dans le budget de caisse, maintenant, c'est une présentation relativement simple. On a l'encaisse au début du mois. Ensuite, on va vérifier qu'est-ce qui est entré en termes de fonds, que ce soit les financements ou les revenus d'opération de l'entreprise. Par la suite, au niveau des sorties de fonds, il y a tout, avec les financements, il y a une partie d'investissement. Dans ce cas-ci, vous voyez qu'il y a un 250 $ de plus au niveau de l'investissement. Ça veut dire que l'entreprise a dû contribuer un 250 $ pour combler le reste de l'investissement. Les coûts de production, frais de gestion également répartis avec les conditions de paiement comme je vous ai présenté précédemment. Au niveau des frais de financement, c'est la même chose. Le capital sur les prêts, les intérêts et les dividendes également, c'est un mouvement de caisse. Donc, ils vont entrer dans le budget de caisse. L'encaisse au début, plus les entrées, moins les sorties, nous donne l'encaisse à la fin. L'encaisse à la fin devient notre nouvelle encaisse au début. Donc, c'est quand même assez simple de fonctionnement pour cette partie-là. Mais il faut néanmoins bien la maîtriser pour ne pas arriver à court de liquidité. Au niveau du bilan, donc ça vient nous présenter essentiellement la valeur des moyens et des ressources pour ce qui est de l'actif. Et de l'autre côté, c'est la répartition du risque et de l'implication des partenaires financiers, que ce soit en termes de prêts ou de capital action. Donc, les principaux postes au niveau du bilan, vous les connaissez également. Donc, dans l'actif à court terme, on peut voir l'encaisse, les comptes clients, les stocks et les placements à court terme. Ça, c'est en prévision de faire un investissement ou ça peut être des liquidités qu'on se garde pour contrer les cycles économiques. La partie immobilisation également qui va être utile sur plusieurs exercices financiers, moins l'amortissement. L'amortissement est en contrepartie. Pour ce qui est du passif, il y a un passif à court terme, puis il y a un passif à long terme également, donc selon les différentes fonctions. Et l'avoir des actionnaires avec le bénéfice non réparti. Comme je vous mentionnais, je n'ai pas fait d'état des BNR à part de cet exercice-là. Au niveau des interrelations, donc c'est au niveau du bilan et du budget de caisse, les deux partagent un poste d'encaisse. Quand on arrive à l'état des résultats, c'est plus au niveau des activités qui s'est réalisé. Ce ne sont pas les modes de financement qui sont considérés dans le budget de caisse. Donc, pour ce qui est des ventes, c'est que d'un côté, si on réalise un 1 000 $ de vente, dans les entrées de fonds, à la fin de la période, ça se peut qu'il y ait seulement 900 $ qui apparaissent dans le budget de caisse et on découvre qu'il y a un compte client de 100 $ dans le bilan. Donc, la vente a été répartie entre le budget de caisse et le bilan. Il y a encore des fonds qui sont à rentrer. C'est la même chose pour ce qui est des coûts de production et des frais de gestion. Il y a un jeu également qui peut être possible. Au niveau des immobilisations, donc les actifs qu'on va acheter vont être présentés au niveau du bilan et vont être présentés également dans le budget de caisse.
Par la suite, la notion d'amortissement au bilan va être présentée en contrepartie de l'immobilisation et se représente également à l'état des résultats. L'amortissement n'étant pas un flux monétaire, il n'y a pas rien de présenté au niveau du budget de caisse. Pour ce qui est des prêts, c'est un petit peu le même principe. Donc, le prêt avec une contrepartie du capital remboursé, ce prêt-là et le capital vont apparaître au budget de caisse et c'est la partie d'intérêt, le loyer sur les sommes versées qui vont apparaître à l'état des résultats et au budget de caisse. L'impôt de l'exercice comme tel, présenté à l'état des résultats, il va y en avoir une partie qui peut être payée à même l'exercice, puis un impôt reporté qui peut être présenté au bilan. Donc, à partir des bénéfices dégagés dans l'état des résultats, il peut y avoir un dividende qui va être présenté au budget de caisse et dans l'état des BNR ou au bilan, vis-à-vis le dividende également, la contrepartie va être réalisée. Donc, rapidement, juste pour finaliser cette première partie, dégager les marges bénéficiaires dans l'état des résultats, c'est très important pour vraiment connaître notre rentabilité au niveau du notre rentabilité et notre productivité au niveau du plancher, donc dégager la marge brute. Par la suite, au niveau de l'efficacité de la gestion de l'entreprise, c'est la marge bénéficiaire avant amortissement et intérêt, celle-ci permettant également de calculer la capacité de remboursement de l'entreprise, chose qui est très intéressante pour les financiers. Puis par la suite, il y a la marge bénéficiaire avant impôt, et on pourrait même dire après impôt. Pour ce qui est des états financiers, c'est très important également de grouper les postes, faire la différence, comme je vous ai démontré avec les conditions de paiement, il y a une différence entre la main-d'œuvre et le matériel. Donc, sur ce point-là, c'est visuellement si une personne dans ses états financiers peut lire qu'est-ce que ça représente en termes de matières premières versus main-d'œuvre. Normalement, en connaissant ses coûts de production par produit, ils peuvent avoir une idée de qu'est-ce qui a été vendu, dans quel volume également. Donc, par fonction de l'entreprise également, on peut grouper ces postes-là. On peut développer une entreprise par département, par projet également. Ces choses-là peuvent être considérées dans les états financiers. Les activités stratégiques également, même chose que pour les fonctions. Donc, pour cette première partie, est-ce qu'il y a des questions? Donc, pas de questions? Donc, on va poursuivre maintenant pour la partie des outils de gestion. Donc, les outils d'aide à la gestion, principalement, c'est pour aider à améliorer l'efficacité et l'efficience, donc assurer un contrôle des opérations, donner un cadre de travail également et d'amélioration continue, et finalement aider à la prise de décision. Donc, les types d'outils que je vais vous présenter aujourd'hui, il y a le contrôle des résultats prévisionnels, il y a l'analyse également pour une soumission et les types d'analyse qui peuvent être réalisés rapidement avec les états financiers. Donc, on va commencer avec l'analyse. Donc, d'abord, c'est établir un ordre de grandeur selon un poste étalon. Donc, c'est-à-dire, normalement, les ventes. Dans l'état des résultats, les ventes représentent 100% et par la suite, on va comparer les coûts de production par rapport à notre niveau de vente pour trouver c'est quoi la recette de l'entreprise, c'est quoi sa recette de production. Il peut y avoir également au niveau du bilan, ça va se faire principalement par rapport à l'actif total. Donc, pour l'analyse horizontale, on peut comparer la variation d'un poste entre deux périodes. Donc, l'analyse horizontale va comparer l'année 2008 avec l'année 2009, l'année 2009 avec 2010. Est-ce qu'on a une augmentation au niveau des ventes et ainsi de suite? Au niveau des ratios, cette partie-là, donc, c'est de faire une proportion entre deux postes ou deux comptes qui peuvent donner de l'information additionnelle. Donc, rapidement, pour l'analyse verticale et horizontale, je reprends le même exemple des ventes à 1 000 $, mes coûts de production. Donc, dans mon analyse verticale, dans la première colonne de pourcentage, on voit que dans le fond, c'est divisé par 100 pour avoir mes pourcentages. Donc, ça nous donne vraiment, pour ce qui est des coûts de production, à chaque fois qu'on lance une unité de production, on sait que ça devrait nous coûter 32% de main-d'œuvre. Donc,
plus tard, on verra également que quand